Bonjour à tous, bienvenue donc à cette visioconférence que nous vous proposons autour des métiers et des formations du travail social. Donc nous sommes l'IESTS, l'Institut d'enseignement supérieur de travail social, et comme vous le verrez, nous proposons différentes formations du niveau CAP jusqu'au niveau Bac+5. Bonjour à tous, bienvenue donc à cette visioconférence que nous vous proposons autour des métiers et des formations du travail social. Frédéric, on peut reprendre? Excusez-moi, j'ai eu un souci de mon côté sur le son, donc il y a eu un laps de temps où j'ai pas entendu, j'ai pas eu de retour. On peut poursuivre? Oui, c'est bon. Donc nous allons vous présenter les formations du niveau CAP jusqu'au niveau Bac+5, donc que nous proposons dans le secteur du travail social. Alors, on va commencer par se présenter peut-être. Je suis Nathalie Berger, je suis la responsable de l'apprentissage au sein de l'IESTS. Et je suis Madame Vidal, donc je suis en charge de l'orientation, donc d'orienter les personnes qui souhaitent entrer sur des parcours dans le secteur du travail social. Donc, on va passer à la slide suivante. Et pour vous présenter un petit peu notre établissement, on vous propose une petite vidéo filmée par un drone. Ça vous permettra de visualiser l'IESTS. Donc, cette vidéo vous montre un petit peu nos locaux. Sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, donc, nous sommes à Nice Nord et on peut facilement accéder donc, à notre institut, à la fois en prenant le train et également le tram qui permet de vous déposer pas loin de l'institut. Donc, on va balayer les différentes formations du niveau, comme je vous l'ai dit, CAP jusqu'au niveau Bac+5. Sachant que l'ensemble des formations que nous allons vous présenter sont accessibles notamment à l'apprentissage. Slide suivant, merci. Alors, en fait, chaque formation correspond à un niveau d'études. Donc, ça, c'est une classification. On part du niveau 3 jusqu'au niveau 7. Les niveaux 3 sont les formations de premier niveau de qualification.
niveau 7 les plus élevés. Donc, on va vous présenter toutes nos formations en fonction des niveaux parce que cela signifie aussi qu'il y a des critères d'accès à ces formations qui correspondent à leur niveau. Slide suivant. Merci. Alors, Aurélie venait de vous le dire, toutes les formations proposées à l'IESTS sont, depuis 2020, accessibles par la voie de l'apprentissage. On vous propose là d'écouter le témoignage de Mylène, qui est actuellement en formation par la voie de l'apprentissage. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mylène et je suis en 2e année de formation par la voie de l'apprentissage pour devenir éducatrice spécialisée. La voie de l'apprentissage est une expérience très enrichissante qui nous permet de prendre du recul, grâce aux apports théoriques, sur ce qu'on vit sur le terrain et sur les situations que nous pouvons être amenés à rencontrer. Elle nous permet également de se créer une identité professionnelle grâce aux expériences vécues et aux conseils qui nous sont donnés par les professionnels qui nous entourent. Elle nous permet également de se découvrir soi-même, que ce soit des qualités ou des défauts, qui peuvent nous servir dans la construction de cette identité et également dans nos pratiques professionnelles. L'apprentissage nous permet également de se créer un réseau relationnel qui peut être très intéressant dans notre futur professionnel et pourquoi pas déboucher sur de futures embauches. La voie de l'apprentissage nous permet également d'avoir un salaire qui est progressif sur les 3 ans de formation, ce qui est différent pour les personnes qui sont en voie directe. La voie de l'apprentissage nécessite tout de même d'être organisée et de savoir bien gérer son temps entre les moments passés au sein de l'école pour les temps de formation et les moments passés sur le terrain en apprentissage. J'espère que tous ces points vont vous permettre de passer par la voie de l'apprentissage dans le cadre de votre parcours de formation et de découvrir par vous-même le monde du travail social. Donc, nous reviendrons par la suite sur la formation et donc le métier qui vous a été présenté d'éducateur spécialisé. Donc, étant donné que, comme on vous l'a dit, on va faire les métiers par niveau de formation. On va vous proposer donc sur la slide suivante une première formation qui est donc le diplôme d'État. Voilà, si on peut à nouveau passer la slide suivante, merci. Le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Donc, c'est une formation pour laquelle nous avons 40 places qui sont financées par la région. Donc, en effet, chez nous, il y a la possibilité de rentrer en formation par niveau de formation. On va vous proposer donc sur la slide suivante. Non. Ouais, merci. Donc, il est possible de rentrer sur nos parcours de formation, soit dans le cadre de places financées par la région. On aura l'occasion d'en reparler, même si vous nous recontactez à l'issue de la visioconférence, ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, sur un parcours en alternance. On vous propose de visionner donc le métier accompagnant éducatif et social par le regard d'une personne en formation à l'IESTS. Et ensuite, ma collègue vous parlera plus en détail de ce métier et de cette formation d'accompagnant éducatif et social. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léonore Drabonstedt. Je vais vous parler un petit peu de mon année à l'IESTS. Donc j'ai choisi fin 2019 de m'orienter vers les métiers du médico-social. Et sur la page Facebook, j'ai donc vu la journée des portes ouvertes en ce qui concerne le métier d'AES. Donc j'y suis allée et je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis inscrite, j'ai passé donc le petit concours d'entrée. J'ai été acceptée. En ce qui concerne la spécialité que j'ai choisie, c'était vie inclusive et ordinaire. Mon souhait, c'était d'être auprès des enfants. Donc, durant mon année, j'ai pu effectuer 3 stages. Donc, le premier dans un IME, donc auprès des enfants de 6 à 16 ans. En parallèle, pour combler les vacances scolaires, j'étais en centre de loisirs Pôle handicap de la ville de Nice
Et mon dernier stage, je l'ai effectué dans une école primaire privée auprès d'enfants en difficulté. Donc c'était une année assez particulière puisque nous avons vécu le premier confinement, mais on s'est accroché avec mes collègues et on n'a pas lâché. J'ai eu la possibilité, pour moi assez exceptionnelle, de trouver du travail 3 jours après la fin de ma formation. Donc je suis actuellement AES aux Femmes des Moulins, donc avec APF France Handicap. Donc du coup j'ai commencé mon contrat le 21 décembre 2020. Ça se passe très bien, j'apprends tous les jours et du coup j'en suis très satisfaite. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Voilà, j'espère que vous allez trouver votre voie et que je sais que c'est un métier où vous vous sentirez utile et on n'est pas là par hasard. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Oui, alors, et Éléonore vous en a déjà dit beaucoup sur ce métier. L'accompagnant éducatif et social, c'est vraiment le professionnel qui va être auprès des personnes qui, dans les actes de la vie du quotidien, ça veut dire se déplacer, ça veut dire manger, ça veut dire se laver, s'exprimer parfois. Ben, l'accompagnant éducatif et social, c'est celui qui est au plus près de ces personnes. Et donc, de ces personnes qui, pour beaucoup, peuvent avoir un handicap. Éléonore parle d'un IME, c'est un institut médico-éducatif. L'IME, ça va être des enfants et des adolescents qui ont un handicap. L'IME est donc une école spécialisée. Mais l'AES, comme on l'appelle, c'est aussi la personne qui va travailler dans tous les EHPAD. Les EHPAD, ce sont les maisons de retraite, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et aussi, comme elle a expliqué, dans des écoles pour être auprès des enfants qui ont un handicap, mais qui sont, comme on dit, en inclusion scolaire. Donc vraiment, Éléonore parle d'un sentiment d'utilité. Ben, c'est vraiment ça, parce que vous êtes la personne qui est vraiment au plus proche de celle qui a besoin d'aide et c'est vous qui allez l'aider et l'accompagner là-dedans. Alors, un autre élément très important qui sera valable dans toutes nos formations, mais AES, il est certain que l'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, on trouve très, très, très facilement un emploi. Et comme va vous le présenter Aurélie, c'est une formation qui est courte. Et donc, on va dire, si on a envie de s'insérer très rapidement sur le marché du travail, c'est une vraie voie qui peut vous permettre ça. Alors, sur la slide suivante, on va voir les conditions d'accès pour cette formation. Alors, ma collègue a dit que c'était une formation courte. C'est vrai, en tout cas chez nous, dans le sens où c'est un diplôme d'État. Et ce diplôme d'État, il est à peu près sur une année. Donc, vous verrez en effet que c'est un des parcours les plus courts pour un diplôme d'État. Donc, la formation, on va dire que dans les grandes lignes, elle est sur 1 an. Il y a une rentrée en novembre jusqu'en décembre de l'année suivante et une rentrée en janvier jusqu'en décembre. Pourquoi on a mis entre 12 et 18 mois? Simplement parce que les épreuves de certification se font quelques mois à l'issue de la fin de la formation. Pour vous donner une idée, et vous verrez que c'est le cas pour toutes nos formations, sans trop rentrer dans le détail, des heures de théorie et des heures de pratique, mais vous verrez qu'il y a souvent plus de stages pratiques que d'enseignement théorique à l'IESTS. Donc, toutes nos formations, même si elles ne sont pas en apprentissage et que vous les faites sur le cursus classique, c'est des formations qui sont de fait très alternées, avec un temps à l'IESTS et beaucoup de temps en stage, et vous faites des allers-retours comme ça entre la théorie et la pratique. On peut passer à la slide suivante. Donc, au niveau des prérequis, on l'a vu sur la slide d'avant, on ne demande rien de particulier puisque cette formation équivaut à un niveau qui s'appelle 3, mais pour que ça vous parle plus, à un niveau CAP, BEP, si ce n'est de savoir parler, lire et écrire le français pour les examens que vous allez avoir à passer.
Vous pouvez vous inscrire sur cette formation sur notre site internet, donc www.iests.com dans la rubrique inscription, à partir du mois de mai. Les premières sélections se font en juin, mais il y en a tous les mois à peu près, sur le mois de juin, septembre, octobre, novembre, pour une rentrée, donc comme je vous l'ai dit, soit en novembre, donc là à venir 2021, soit en janvier 2022. Et pour entrer en formation, vous passez par une épreuve de sélection à l'écrit, sauf pour certaines personnes qui auraient déjà un diplôme de niveau bac ou certains diplômes de niveau CAP dans le champ du travail social, et une épreuve orale. Et suite à cet écrit et à cet oral, si vous avez au moins la moyenne, on vous propose d'intégrer donc le parcours de formation, soit avec une place donc financée par la région, les 40 places dont nous avons parlé, soit dans le cadre d'un contrat en alternance. On peut passer à la slide suivante. Donc ensuite, on va vous parler de 2 formations dites donc de niveau 4, de niveau bac, et qui sont donc la formation de moniteur éducateur et à chaque fois ce sont des diplômes d'État et le diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale. Donc ces 2 diplômes, ils se préparent sur 2 ans. Il n'y a pas non plus de conditions d'accès, si ce n'est de la même manière que pour accompagnant éducatif et social, une épreuve écrite et une épreuve orale en amont de l'entrée en formation. Ce sont des formations donc, pour lesquelles nous avons des places financées par la région et encore une fois qui peuvent tout à fait se faire dans le cadre de l'apprentissage. Alors, le métier de moniteur éducateur, c'est un professionnel qui va intervenir, là encore, auprès de toutes les personnes qui sont en difficulté, du plus jeune âge jusqu'à la personne âgée. Donc, il s'occupe de toutes les générations. En tout cas, il peut s'occuper. La richesse de ce métier, c'est ça, certainement. C'est cette diversité en âge, mais aussi en type de public, c'est-à-dire que le moniteur éducateur va être auprès de toutes les personnes ayant un handicap, du handicap le plus léger au plus lourd, mais aussi auprès de toutes les personnes en difficulté que nous, dans le jargon professionnel, on va parler de difficultés plutôt sociales. Et là, on va être, ça peut être auprès de tous les enfants qui sont momentanément retirés à leur famille et placés dans un foyer, mais aussi au sein des familles qui sont en difficulté dans l'éducation de leurs enfants, ou des familles tout simplement qui sont en difficulté sociale, qui vivent dans des situations précaires. Mais encore auprès de toutes les personnes qui sont en proie à des addictions, quelles qu'elles soient. Le public est extrêmement large, ce qui fait qu'avec une même formation, un même métier, on a vraiment la possibilité d'avoir presque l'impression parfois de ne pas tout à fait faire la même chose. Et dans un parcours professionnel, c'est vraiment une grande richesse. Alors, Mélina, on voit bien votre question. Si vous voulez bien, Mélina, on y répond de suite après la présentation de moniteur éducateur et de technicien en intervention sociale et familiale. Sur l'accessibilité à la formation de moniteur éducateur, Aurélie va en parler après, mais effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac pour rentrer dans la formation moniteur éducateur, et quand vous sortez de la formation, vous avez un diplôme d'État niveau bac. Le moniteur éducateur, il va travailler dans de très nombreuses institutions. La notion de travail d'équipe est extrêmement importante. La notion de travail d'équipe, quoi qu'il en soit, elle sera extrêmement importante dans tous les métiers du travail social.
Alors, je vous propose juste là maintenant, sur la slide d'après, on va trouver une petite vidéo qu'on a eu envie de vous passer. Ce sont nos étudiants actuellement en formation qui se sont prêtés à vous parler aujourd'hui, à la fin de leur formation, puisqu'ils sont en seconde année, des moniteurs éducateurs, comment est-ce qu'ils perçoivent et la formation et le métier. Si la formation de moniteur éducateur était un vêtement, ce serait lequel? Un pull. Parce qu'on est très entouré par les formateurs. Dès qu'on a une question par mail ou maintenant avec la crise sanitaire, etc., on a beaucoup été épaulés par vous. Et du coup, aussi, quand on arrive, c'est intéressant. On se rejoint tous le matin, on est tous ensemble. Donc, voilà, un pull. J'ai mis un maillot de bain. Il y a quand même une mise à nu. Voilà. De nos états d'âme, de nos émotions. Voilà. Si pour vous, le métier de moniteur éducateur était une boisson, ce serait laquelle? Moi, je dirais ce serait le vin. Avec l'âge, on se bonifie. Notre pratique, elle se bonifie. C'est-à-dire que je pense que plus on va pratiquer, plus on va être bon. Comme le bon vin, plus on le laisse vieillir, meilleur il sera. Mojito, parce que c'est dans un mojito, il y a plein de choses. C'est riche, c'est bon, c'est frais. Un coca. Ouais, j'ai mis pareil. Parce que ça pétille. Ouais. Ça pétille. Parce qu'on mélange entre la théorie et la pratique. Des fois, on a des remises en question, donc c'est un peu plus pétillant. Et puis, entre les semaines de stage et les semaines de regroupement, du coup, on se retrouve, on se découvre tous ensemble, donc c'est intéressant aussi. Pour vous, si le métier de moniteur éducateur était un sport, ce serait lequel? Moi, ce serait la pratique du marathon, parce qu'il faut être endurance. Il faut être endurance et sur la durée, et ça va être long. Donc, il ne faut pas tout donner tout de suite. Ce n'est pas un sprint. Okay. Moi, ça serait le saut en parachute. Le saut en tandem même, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas l'atterrissage, mais il faut se faire confiance dans la relation. Ok, et faire confiance à l'autre, puisque du coup, on est en tandem. Ah, tout à fait. Ouais. Okay. C'est une relation de confiance. Le foot. On travaille en équipe. Pour vous, aujourd'hui, si le métier de moniteur éducateur était la pièce d'une maison, ce serait laquelle? Une cuisine. Okay. Le salon, où tout le monde se retrouve. On est nombreux dans le salon. Aussi le salon, la pièce commune. Ouais, voilà. La pièce commune, ouais. Et la fenêtre, c'est pour l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers l'autre, l'ouverture vers le monde. La fenêtre, c'est quelque chose qu'on ouvre vers l'extérieur. Alors, si c'était cette formation à l'IUSTS, un fleuve, un océan, une rivière, une mer, ce serait lequel ou laquelle? Moi, ça serait la Loire, parce que ça commence d'un petit point. On ne sait pas trop, on sait où on est, mais on ne sait pas trop. Ensuite, on avance, on progresse, et puis jusqu'à, on l'espère tous, se jeter dans la mer et donc finir ce beau parcours par la réussite. Et puis nous, on est tous un groupe, on cherche des solutions ensemble, on a créé un lien tous ensemble et je pense qu'en juillet, on va tous finir ensemble. Bon, vous voyez donc on essaie d'être une école et dans une relation d'enseignement de proximité, même si on est dans l'enseignement supérieur. Alors, on peut passer sur la slide suivante. Donc, au niveau de l'accès à la formation de moniteur éducateur, donc, comme je vous l'ai dit, on ne demande pas de diplôme spécifique au préalable. Il y a donc 2 ans de formation et vous le voyez de nouveau, c'est une formation qui est très alternée avec sans cesse des allers-retours entre la théorie et la pratique. On peut passer de nouveau. Donc, au niveau des inscriptions, il y a déjà eu une première phase d'inscription. C'est une formation dont on fait les inscriptions en premier, si vous voulez, puisque là, les inscriptions
pour la première sélection, je dirais. On se sont terminés la semaine dernière. L'épreuve écrite a lieu ce samedi et les oraux en mars. Donc, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous d'ailleurs qui se sont inscrits. Quoi qu'il en soit, il y aura certainement une deuxième sélection qui se déroulera donc à partir du mois de mai pour les inscriptions, toujours en ligne sur notre site internet sur la rubrique inscription. Et donc, l'épreuve écrite et l'épreuve orale se dérouleront sur le mois de juin. Donc, il y a bien une épreuve écrite. On pourra de toute façon, tous ceux qui ont des questions sur c'est quoi l'écrit, c'est quoi l'oral, qui voudront des informations, comment je m'inscris, etc., il faut nous appeler tout simplement. Ça restera le plus simple. On pourra tout vous expliquer, vous donner éventuellement des exemples de sujets écrits et voilà, rediscuter avec vous des attendus concernant les différentes sélections. Dans tous les cas, la rentrée, c'est en septembre, donc sur 2 ans, 2021, 2022, 2022, 2023, fin de la formation en juin 2023. Voilà. Avant de passer au métier de technicien de l'intervention sociale et familiale, donc pour la question qui a été posée par Mélina, le métier d'accompagnant éducatif et social ressemble-t-il aussi à celui d'auxiliaire de vie sociale? Donc, si vous voulez, le diplôme accompagnant éducatif et social a que quelques années, puisque avant, justement, il y avait le diplôme auxiliaire de vie sociale. Et ce diplôme, donc, tout ça pour vous dire en fait que accompagnant éducatif et social mène en fonction de la spécialité qu'on va choisir au même métier. Dans l'accompagnant éducatif et social, sans trop rentrer dans le détail, il y a 3 spécialités possibles. Une spécialité pour pouvoir travailler au domicile de la personne en situation de handicap ou personne âgée dépendante. Il y a une spécialité pour travailler en structure collective, donc comme on vous l'a présenté, les instituts médico-éducatifs ou bien les maisons de retraite. Et il y a une spécialité pour travailler dans les écoles. Donc, en fonction de cette spécialité, vous retrouvez le métier d'auxiliaire de vie. Voilà. Passons sur la slide suivante, donc concernant le diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale. Et ma collègue va vous parler un peu plus en détail du métier. Alors, donc, c'est un diplôme d'État du même niveau que nous venons de voir, le moniteur éducateur. On revient après sur l'admission, enfin en tout cas le concours. Alors le technicien de l'intervention sociale et familiale, lui aussi, il est à proximité des personnes dans leur quotidien, mais il va se situer un peu plus autour de tout ce qui est la fonction parentale et le soutien et l'organisation du quotidien, que ce soit par rapport au budget, que ce soit par rapport aux courses, que ce soit par rapport à l'organisation de son emploi du temps, des priorités, d'allier l'éducation, le travail. Bon, c'est aussi le professionnel qui va soutenir souvent au domicile les familles, souvent les mamans isolées par exemple, qui peut-être à un moment donné ont un problème de santé et qui peuvent beaucoup moins se déplacer pour aller chercher les enfants à l'école, faire les courses, qui du coup sont un peu immobilisés. Le TISF, comme on l'appelle, c'est celui qui va venir un peu soutenir la famille sur un temps donné. Mais le TISF peut aussi intervenir dans les établissements. Alors, dans les établissements, soit dans des foyers pour enfants, comme on disait, soit dans les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et là encore, c'est plus pour l'organisation du quotidien. Voilà, peut intervenir et accompagner aussi sur dans l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, favoriser tout ce qui est la vie sociale. Oui. Le but aussi du TISF, ça va être d'arriver quelque part à restaurer l'autonomie
de la personne ou de la famille. Au niveau… Alors, par rapport à la question de Kevin, d'accord, parce que me semble-t-il en tout cas que les deux formations possibles seront soit celle de moniteur-éducateur que nous venons de présenter, soit la formation d'éducateur spécialisé que nous allons présenter par la suite. Alors, pas uniquement en fait. Tout dépend de quel type de travail vous voulez effectuer avec ces personnes. Parce que par exemple, l'assistante de service social que l'on va présenter après peut aussi intervenir auprès des personnes. Alors, on ne dit plus aujourd'hui, sachez-le, SDF, sans domicile fixe, mais aujourd'hui, on va parler de sans domicile stable, SDS, parce que ce sont les politiques publiques qui ont élargi ce terme parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sans domicile ont un emploi. Et c'est pour désigner toutes ces personnes qui travaillent, mais qui peut-être vivent dans leur voiture. Donc, pour les SDS, les assistantes sociales peuvent mettre en œuvre un accompagnement sur tout ce qui est les droits sociaux, d'ouverture des droits sociaux, tout ça. Donc, à ce niveau-là, l'assistante sociale peut travailler avec ce public. Le moniteur et l'éducateur spécialisé également. À certains endroits, par exemple, en halte de nuit, ce sont des services qui accueillent des personnes qui n'ont pas de logement. Il pourrait y avoir une TISF par rapport à la relation, l'instauration du lien et l'insertion. Bon. Alors, sur la différence entre moniteur éducateur et éducateur spécialisé, je vous propose d'y répondre quand on vous parlera d'éducateur spécialisé. En même temps que je définirai ce métier, je le différencierai du moniteur éducateur. Ok, donc pour technicien de l'intervention sociale et familiale, sur la slide suivante, vous voyez à nouveau les conditions pour accéder donc à la formation. Donc je le répète à nouveau, pas de conditions préalables en termes de diplôme, comme pour moniteur éducateur, si ce n'est de nouveau qu'il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. Au niveau de l'épreuve écrite, les personnes donc, qui ont un titre ou diplôme de niveau 4, donc de niveau bac, n'ont pas à passer cette épreuve écrite. Et il y a par contre, quoi qu'il arrive, une épreuve orale. Les inscriptions se feront à partir de mai sur notre site internet, dans la rubrique inscription, toujours pareil, pour une rentrée en septembre sur les mêmes dates que le moniteur éducateur, formation de 2 ans, septembre 2021 à juin 2022 et septembre 2022, donc à juin 2023, la fin de la formation. On peut passer à la slide suivante. Donc, nous passons maintenant aux formations dites de niveau 6, donc grade licence ou encore on dit Bac plus 3. Donc, nous proposons différents diplômes d'État, donc de niveau Bac plus 3, où là, vous allez le voir, il y aura des conditions d'accès en termes de diplôme. Donc, le diplôme d'État assistant de service social, pour lequel nous avons 60 places financées par la région, qui est également, et c'est le cas pour tous, accessible en contrat d'apprentissage. Le diplôme d'État éducateur spécialisé, pour lequel nous avons 45 places financées par la région. Le diplôme d'État éducateur de jeunes enfants, 40 places financées par la région. Et vous le verrez, un des diplômes pour lequel on va plus être en encadrement, le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, qu'on appelle CAFERUIS. Donc, nous avons également 10 places financées par la région, mais on vous en reparlera. Ce diplôme-là, il vient d'abord dans un second temps. Il y a d'abord un parcours préalable et par la suite, on peut revenir vers ce diplôme CAFERUIS. Alors, donc là, on est d'accord qu'on est sur des formations où pour pouvoir y rentrer, la condition, c'est d'avoir le bac.
rien n'empêche, mais Aurélie va le repréciser, que vous pouvez toujours vous inscrire à ces formations et au concours, en tout cas, pour rentrer en septembre, même si vous êtes en train cette année, que vous êtes en terminale et que vous allez passer le bac, parce que de toute façon, votre entrée, elle sera conditionnée à l'obtention du bac. Hein. Alors, Kevin pose la question pour travailler en foyer, en fait. Pour travailler en foyer, donc, c'est la même réponse un peu que pour les SDS. Vous allez avoir le moniteur éducateur, l'ATISF, enfin le TISF, pardon, technicien en intervention sociale et familiale. Si c'est un foyer qui accueille des enfants de moins de 7 ans, il peut y avoir des éducateurs de jeunes enfants. En revanche, en foyer, dans le quotidien, en tout cas des enfants ou des adolescents qui sont placés, on va jamais avoir d'assistant de service social. Voilà. On peut passer au slide suivante. Alors, l'assistante de service social. C'est l'assistante sociale, je crois que c'est un peu, en tout cas, tout le monde pense connaître le travail d'assistante de service social et on va dire que souvent, on l'imagine comme derrière un bureau uniquement, à faire des papiers, etc. Alors, ça fait partie de son travail. Des documents qui très souvent sont essentiels dans l'équilibre des personnes qui sont accompagnées. Tout à l'heure, on parlait des sans-domicile. Une personne qui est sans domicile, que l'assistante sociale l'aide à retrouver ses droits aux soins, à la santé, etc., je peux vous dire que c'est une démarche dans l'accompagnement et dans la relation avec ces personnes qui est absolument essentielle et prioritaire. Et l'assistante de service social, donc au-delà de faire des papiers, elle est vraiment dans l'accompagnement on va dire, de l'équilibre des personnes dans leur vie quotidienne. Et elle va, avec eux, pouvoir les accompagner sur toute l'ouverture des droits, mais sur leur insertion sociale, sur toute action qui pourra les aider à aller mieux. Alors, des assistantes sociales, vous pouvez en avoir dans les hôpitaux. Par exemple, dans les hôpitaux, l'assistante sociale, elle peut aider à mettre en place les personnes qui sont importantes pour un retour à la maison. Elle peut aider à trouver, par exemple, un centre de cure pour une personne qui serait en proie à l'addiction. Voilà, l'assistante sociale, elle peut être aussi à beaucoup d'endroits. Vous en avez à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, mais vous en avez aussi dans tous les établissements que l'on a cités, dans lesquels on va trouver tous les autres travailleurs sociaux, à savoir les EHPAD, les maisons de retraite, et puis les établissements qui reçoivent des personnes en situation de handicap de tout type. Là aussi, l'insertion sociale, l'insertion professionnelle est très importante. On manque beaucoup d'assistantes de service social et peut-être vraiment parce que on pense trop que c'est quelqu'un qui est derrière son bureau à faire des papiers. C'est vraiment pas que ça. Pour le coup, j'ai pas de vidéo. Il y avait des vidéos qui étaient beaucoup trop longues pour les personnes qui pouvaient vous parler de ce métier qui est très riche, mais c'est vraiment, ça vaut le coup d'aller voir sur des forums. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'IESTS et notre journée porte ouverte, on l'a laissé en ligne et là, vous aurez tous les détails et des vidéos sur le métier d'assistant de service social. Oui, en allant donc sur le lien de notre journée porte ouverte que nous avons laissé ouvert, vous pourrez retrouver plein de vidéos et d'infos sur l'ensemble des formations et des métiers que nous présentons aujourd'hui. Et encore une fois aussi, n'hésitez pas à nous rappeler pour toutes les informations que vous pourriez avoir. Voilà, vous avez une présentation très rapide du lien vers notre journée porte ouverte, mais n'hésitez pas à aller regarder
mais il y a plein de vidéos et de contenus en termes d'informations sur nos formations et nos métiers. Merci Frédéric. Alors, sur la slide suivante, donc on l'a dit, après vous le verrez, que ce soit assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, ces 3 formations-là, elles ont les mêmes conditions d'accès et elles vont avoir les mêmes dates aussi d'accès aux formations. Donc les 3, ce sont donc des formations sur 3 ans qui amènent vers un bac plus 3 grade licence, donc un diplôme d'état assistant de service social. Encore une fois, c'est une formation qui est très alternée. Vous voyez, 1740 heures de théorie, 1820 heures de stage pratique. On vous a remis à chaque fois quelques débouchés possibles. Donc, sur la slide suivante, en fait, c'est ça. On a fait le choix de vous parler des 3 métiers d'abord. Assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants. Et ensuite, il y aura une slide qui récapitule comment on entre sur ces formations. Alors, le métier d'éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler exactement aux mêmes endroits que le moniteur éducateur. Donc, il est sur une formation en 3 ans avec un niveau de qualification 2 fois au-dessus celui du moniteur éducateur. Aujourd'hui, un éducateur spécialisé est celui qui va avoir la responsabilité, qui va être garant des projets individuels des personnes que l'on accompagne. Il faut savoir que l'idée, c'est quand même de se dire que pour chaque personne qu'on accompagne, il faut qu'on établisse avec lui un cadre de la manière dont on a envie et dont il a envie d'être accompagné. Donc ça s'apprend en formation, c'est toute une méthodologie de savoir écrire un projet avec les besoins et les envies des personnes qu'on accompagne. Sachant que parfois, ce sont des personnes qui ne parlent pas, donc c'est toutes des techniques que vous apprendrez. Et ça, l'éducateur spécialisé, c'est celui qui va être le garant. On va lui demander d'être plus dans la rédaction, dans la coordination de projet. Et vu qu'il a ce niveau-là, l'éducateur spécialisé a aussi l'accès à des services auxquels le moniteur éducateur n'aura pas accès. Alors, ce sont des services particulièrement dans le jargon que l'on nomme de milieu ouvert, c'est-à-dire des services où l'éducateur, le professionnel a une tâche, mais il est seul à coordonner une tâche avec de nombreux partenaires. Dans des services, ici par exemple, la Maison des Solidarités départementales, tous les services d'AEMO ou d'AED, ce sont des services pour lesquels on dit à un éducateur spécialisé, par exemple, écoutez, dans cette famille concernant l'éducation des enfants, il y a un souci, l'éducateur spécialisé va construire toute l'action, va penser toute l'action avec la famille pour les accompagner dans leurs difficultés et les aider à les dépasser. Voilà, là, ça va être surtout réservé à l'éducateur spécialisé. Donc là, j'ai répondu à la première question. Voilà, aujourd'hui, l'éducateur spécialisé, il a aussi de plus en plus des fonctions de coordination, alors pas forcément de responsabilité comme un chef d'équipe, mais souvent quand même, il a de plus en plus une fonction de coordination, soit des projets, soit de l'accompagnement des personnes. On peut passer à la slide. Non, il y a une question. Les diplômes proposés sont ouverts à tous les publics et notamment à tous les âges. Alors, en tout cas, pas aux mineurs. À l'USTS, nous n'accueillons que des personnes qui sont majeures ou qui vont avoir 18 ans dans le courant de la première année de formation. D'accord, si vous avez eu votre bac à 17 ans et demi, vous aurez 18 ans au mois de novembre ou de décembre, vous pouvez rentrer à l'école, mais
il faut être majeur. Par contre, vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo des moniteurs éducateurs, il y a une personne qui est en formation continue et qui est majeure depuis un petit moment. AED, oui, j'ai nommé l'AED, vous regarderez ce que c'est. Alors, j'ai parlé de l'AEMO, c'est l'action éducative en milieu ouvert, c'est un juge des enfants qui, après l'évaluation de certains services, a remarqué que dans une famille, il y avait des gros problèmes d'éducation. Parfois allant, quand je dis des gros problèmes d'éducation, c'est des conditions d'éducation gravement compromises. Et l'AED, c'est l'action éducative à domicile. C'est le même type de mesure, mais sur le plan administratif où la notion de danger ne nécessite pas à ce moment-là l'intervention judiciaire, soit l'intervention d'un juge des enfants. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, éducateur spécialisé, même chose que assistant de service social, c'est-à-dire, donc en prérequis, un diplôme ou titre de niveau 4, de niveau bac. Donc, quand je dis le bac, ce n'est pas forcément le bac, c'est le DAEU, c'est tous les bacs aussi professionnels ou généraux, parce que souvent on nous pose la question, il n'y a pas un bac spécifique qui donne un ordre de priorité, ou n'importe quel bac ou titre professionnel de niveau 4. Toujours pareil, une formation sur 3 ans où vous voyez 1450 heures de théorie, 2100 heures de stage pratique. Donc, de nouveau, beaucoup d'allers-retours entre le terrain et l'apport théorique que vous recevrez à l'IESTS. On va passer donc sur la slide suivante sur cette fois le diplôme d'État éducateur de jeunes enfants. Alors, l'éducateur de jeunes enfants, on l'appelle le JE. Le JE, c'est celui que vous allez trouver très souvent et donc qui est connu par tous dans les crèches. Donc, la particularité de l'EJE, elle se situe dans le fait qu'elle ne va pouvoir travailler qu'auprès des enfants de moins de 7 ans. Donc, ça va restreindre le champ d'intervention à cette période de la vie. La particularité aussi quand même de cette formation, c'est que c'est la seule formation dans notre école, en tout cas, dans le domaine. La particularité. Donc, je disais, c'est la seule formation, le seul métier, on va dire, dans nos formations, dans lequel vous pouvez rencontrer un public qui n'est pas forcément en difficulté. En crèche, vous pouvez avoir des enfants qui ne sont pas forcément en difficulté. Il peut y en avoir aussi. Il peut y avoir des enfants en situation de handicap en crèche. Il peut y avoir des enfants qui sont dans un environnement momentanément pas forcément propice à leur développement. Mais l'éducateur de jeunes enfants, il peut vraiment être auprès de personnes qui ne sont pas en difficulté, ce qui n'est le cas d'aucune autre formation. Mais c'est important. Parce que tout à l'heure, vous entendiez une personne qui a témoigné, qui disait que parfois il fallait s'accrocher. Oui, parce qu'on peut rencontrer des situations qui sont pas simples et qui nous demandent d'avoir une certaine force ou de savoir s'appuyer sur certaines ressources que l'on vous apprend en formation. Mais voilà, le JE, il a cette particularité-là. Au-delà des crèches, il peut travailler également dans des IME, comme on nommait tout à l'heure, les écoles spécialisées pour les personnes en situation de handicap. Il peut travailler dans des foyers qui accueillent des enfants de moins de 7 ans, dans des pouponnières. Donc, c'est un lieu de placement pour les bébés, les pouponnières. Voilà, ils travaillent aussi, on peut en trouver aussi en milieu ouvert dans les structures du département nommées Maison des solidarités départementales. Ça, vous pouvez trouver sur Internet, les MSD, Conseil départemental. Voilà. Et après, dans beaucoup d'espaces et beaucoup d'actions
qui sont en lien avec la parentalité. Le JE intervient beaucoup dans le cadre du soutien à la parentalité. Oui. Donc, dans aussi toutes les associations, notamment chaque ville a souvent un relais parents-enfants de soutien à la parentalité dans lesquels peuvent travailler les EJE, où cette fois, elles vont accompagner les parents qui ont des enfants âgés de 0 à 7 ans. OK. Au niveau de la formation, donc sur la slide suivante, donc, vous pouvez voir, je le répète encore, donc pour accéder, il faut un diplôme ou titre professionnel de niveau 4 pour 3 années de formation, avec cette fois 1500 heures de théorie, 2100 heures de stage pratique, donc toujours une formation très alternée. Donc, vous retrouvez les débouchés qui sont vraiment celles qu'on vous a dit oralement. Et sur la slide suivante, ça reprend donc la manière de s'inscrire pour les 3 formations dont on vient vous parler grade licence avec la fameuse plateforme Parcoursup, puisque ces 3 formations sont des formations post-bac. Donc, il faut le bac pour accéder ou être dans l'année d'obtention de son bac pour accéder à ces formations. C'est pourquoi il y a 2 voies d'accès et pour vous, je vais vous en présenter qu'une, parce que je pense que toutes les personnes qui suivent cette visioconférence sont en cours de continuité de parcours scolaire ou sorties du système scolaire depuis moins de 3 ans. Si ce n'est pas le cas, l'inscription se fait sur notre site internet, mais pour toutes les personnes qui sont en continuité de parcours scolaire ou sorties du système scolaire depuis moins de 3 ans, l'inscription, elle se fait sur Parcoursup. Donc, sur la plateforme Parcoursup, donc, excusez-moi, c'est parce que là, j'ai l'écran qui ne suivait plus, pardon. Donc, sur la plateforme Parcoursup, vous pouvez faire un vœu ou plusieurs vœux vers l'IESTS. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois, on vous a dit, on a des places financées par la région et il y a aussi la possibilité de faire la formation en apprentissage. Donc, sur Parcoursup, si vous me contactez, on pourra vous en reparler. Vous avez 2 possibilités de vœux possibles pour chacune des formations: assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, le vœu pour le parcours classique et le vœu pour le parcours en apprentissage. Si vous faites le vœu du parcours en apprentissage, vous ne rentrez en formation que si vous trouvez un apprentissage et on ne vous fera passer l'oral de sélection que si vous trouvez un apprentissage. Par contre, si vous faites également le vœu sur le parcours classique, la voie initiale, avec quand même une formation, comme vous l'avez vu, qui est très alternée. La date limite donc d'inscription, le 11 mars pour faire un vœu, le 8 avril pour finaliser son dossier. Et toutes les personnes qui auront fait un vœu pour le parcours initial, on ne fait pas de tri sur dossier. Toutes les personnes passeront une épreuve orale de sélection qui se déroulera au mois d'avril. Par rapport à ça, on vous a dit le nombre de places que nous avons à chaque fois financées par la région. Donc, au total, assistant de service social, 60 places, éducateur spécialisé, 45, éducateur de jeunes enfants, 40. Et donc, suite à l'oral, on pourra vous parler plus en détail de l'oral. Qu'est-ce qui est attendu dans l'oral, mais vous le retrouvez sur la plateforme Parcoursup, mais vous pourrez nous recontacter si vous le souhaitez. C'est votre oral qui détermine une note qui fait que vous rentrez en formation ou pas, ou que vous êtes ce qu'on appelle sur liste secondaire. Il y aura la liste principale des personnes qui rentrent en formation et ensuite la liste qui peut être appelée en fonction des désistements. Voilà, pour ces 3 formations-là, une rentrée en septembre, un parcours de formation sur 3 ans. Alors, on a une question. Si j'envisage dans l'avenir d'ouvrir une micro-crèche, je dois passer par éducateur de jeunes enfants. C'est une des possibilités, tout à fait. Oui, ce sera mieux. Ce sera mieux parce que, je ne suis pas complètement calée dans l'histoire, mais
quoi qu'il en soit, à un moment donné, quand on est dans une crèche, dans un cahier des charges des personnels qui doivent composer la crèche, il y aura l'éduc jeunes enfants. Donc, même si vous avez une autre formation qui est du même niveau et qui, du coup, ce niveau vous permettrait d'ouvrir la micro-crèche, à un moment donné, il faudrait quand même avoir un professionnel EJE. Parce que quand on ouvre un établissement, les agréments sont donnés en disant, oui, bon, nous, on agrée, mais c'est un certain nombre de conditions et les formations et le type de professionnel dans les établissements sont fixés. Et donc, pour une micro-crèche, il y aura un EJE. Donc, la voie de l'EJE semble, si c'est votre projet dès le départ, semble adaptée. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la réforme du diplôme, de ces diplômes-là dont on est en train de parler, ASS, ES, EJE, il y a, qui date de 2018, il y a un socle commun. Ça veut dire que dans chaque formation, vous avez des domaines de formation. Ces domaines de formation, ça veut dire c'est des matières, si vous voulez, pour faire simple. Il y a 4 domaines de formation dans ces 3 formations et il y en a 2 qui sont complètement communes. Donc, nos étudiants, là, assistantes, ASS, ES et EJE, sur 2 matières, ils sont tout le temps ensemble, tout le temps mélangés. Et ça veut dire surtout qu'une fois que vous avez le diplôme d'État de JE, par exemple, et que vous avez envie ensuite d'avoir le diplôme d'État d'ASS, vous n'aurez plus qu'à passer 2 matières et non les 4. Les 2 sont obtenus pour tous les diplômes. Voilà, ça peut être important, ce qui veut dire que si demain vous avez l'impression de vous être trompé de formation, vous pourrez toujours refaire plus tard, reprendre ces 2 domaines de formation pour avoir aussi un autre diplôme. Et la question nous amène aussi sur l'éducateur de jeunes enfants, à vous dire, en lien aussi avec la réforme du diplôme, entre autres, donc il a fait reconnaître, avant c'était reconnu à Bac+2 et donc aujourd'hui à un grade licence, qu'un éducateur de jeunes enfants peut, au bout de quelques années de pratique, être directeur et directrice de crèche. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, au niveau, oui, c'est très bien. Au niveau des formations Bac+5, on en retrouve 2 qu'on ne va pas décliner aujourd'hui parce qu'on ne voyait pas bien, enfin, pas forcément l'intérêt de vous les présenter aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce n'était pas les priorités de cette visioconférence d'1 heure. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des informations sur ces 2 formations, donc qui sont quand même le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service. Donc, très rapidement, ce sont pour les dirigeants des structures sociales et médico-sociales. Donc, c'est le diplôme qui permet d'exercer en tant que directeur de structures sociales et médico-sociales. Et le diplôme d'état d'ingénierie sociale, donc le DIS, qui permet, je ne suis pas très au point dessus, mais quoi qu'il en soit, de faire des études de diagnostic, chargé de projet en ingénierie sociale. Voilà. Donc, il y a une question à laquelle tu peux répondre. Alors, je suis en reconversion professionnelle, je m'inscris sur Parcoursup. Donc, encore une fois, la question, c'est si vous êtes sorti du système scolaire depuis plus de 3 ans, c'est notre site internet. Si ça fait moins de 3 ans, c'est Parcoursup. Et si vous voulez être sûr, vous pouvez me contacter sans aucun problème. Vous contactez l'IESTS. Vous avez notre numéro de téléphone sur le site de l'Institut. Vous demandez Madame Vidal et je ne manquerai pas de vous répondre. Et d'ailleurs, vous avez mon téléphone et mon mail en première page à droite. Sur la dernière page, on a choisi rapidement de vous parler, donc la slide suivante, de plusieurs formations
pour lesquels on n'a pas forcément de place financée par la région. Ce sont des titres ou des diplômes que nous avons, mais où on n'a pas encore les dates à venir. Mais en tout cas, c'est une programmation qui sera à venir. Donc, si c'est des formations qui vous intéressent, n'hésitez pas de la même manière à nous le faire savoir pour que sur les mois à venir, quand on aura fixé les programmations, on puisse évidemment vous les donner et garder votre contact. Donc, il y a le titre professionnel assistant de vie aux familles, le titre professionnel assistant de vie dépendance. Ces 2 titres professionnels pour lesquels il n'y a pas de niveau d'études, de formation requis. Vous avez également le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc, c'est anciennement le CAP petite enfance. Donc, où là, on est aussi sur une formation CAP, donc où il n'y a pas de prérequis au préalable. Par contre, si vous avez déjà un CAP ou si vous avez déjà un titre ou diplôme de niveau 4, vous allez être allégé de l'enseignement général et vous n'aurez que les matières, on va dire, vraiment liées à la petite enfance. Il y a un titre professionnel qui s'appelle médiateur social, accès aux droits et services, donc qui est un titre de niveau bac. Une formation là, que nous allons ouvrir prochainement, on aura bientôt les dates, de secrétaire assistant médico-social. J'insiste aussi sur le fait que ces formations-là sont tout à fait accessibles, que ce soit en contrat de professionnalisation pour certaines, et en tout cas toutes en contrat d'apprentissage. Et on a aussi une formation qu'on fait chaque année avec le département, 2 formations, qui sont la formation d'assistant familial et d'assistant maternel. Alors là, on ne les a pas détaillées parce que ce ne sont pas nous qui gérons les inscriptions, les places, etc. C'est le département qui nous oriente les personnes à former. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les formations aujourd'hui sont accessibles par la voie de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, vous êtes sur ce salon, donc vous avez dû en entendre parler, mais je redis très rapidement quels sont les critères. Vous devez avoir moins de 30 ans. Ou si vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il n'y a pas d'âge. Quelles sont les démarches pour rentrer en apprentissage chez nous? La première démarche, c'est de trouver un employeur. Trouver un employeur. Alors, de toute façon, premièrement, restez, si vous êtes intéressé, restez, consultez régulièrement notre site internet parce que on va développer des actions pour l'apprentissage et donc il se peut qu'on mette en ligne des infos collectives, des informations, des job dating, etc. Donc en tout cas, il peut y avoir des événements qui vous intéressera. Donc vraiment, regardez notre site internet. Et de la même façon, contactez-nous. Nous vous donnerons un lien où on vous reportera et dès qu'on a des infos, on vous les communique. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, on va vous contacter l'IESTS et vous demander le service de l'apprentissage et on saura vous renseigner. Donc, première chose, vous trouvez l'employeur. Alors, pour trouver un employeur, il y a un premier outil qui est quand même pas trop mal fait. C'est l'annuaire l'annuaire d'action sociale sur Internet où vous pouvez chercher par le type de public ou le type d'établissement. Sinon, vous nous appelez, on vous donne les grandes associations avec beaucoup d'entre elles. On est en train vraiment d'essayer de développer l'apprentissage puisque les aides financières exceptionnelles favorisent et ont beaucoup boosté quand même l'apprentissage à l'IESTS cette année. Donc, on espère bien que ça va continuer sur la même lancée. Chez nous, l'apprentissage, après, ça signifie quoi? Une fois que vous avez trouvé l'employeur, on vous donnera toutes les démarches à faire qui vont ensuite relativement vite. Ça signifie, sur toutes les formations, vous ferez la majorité de votre temps de stage pratique, c'est-à-dire d'expérience pratique chez votre employeur, mais pour toutes les formations, hormis AES,
vous ferez au moins un stage hors employeur, c'est-à-dire en dehors de là où vous êtes salarié. Être en apprentissage, ça veut dire que vous serez salarié, vous aurez un salaire tout au long de votre formation et ce salaire, c'est un pourcentage du SMIC qui va dépendre de votre âge, qui va dépendre du niveau d'études de la formation que vous engagez et chaque année de formation, de contrat, en tout cas, votre salaire va augmenter. Voilà. En tout cas, comme Aurélie vous l'a dit, l'IESTS est très disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, notre site, la JPO, le téléphone, n'hésitez pas pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et en complément, n'hésitez pas également à regarder donc, sur notre site internet l'onglet offre d'emploi, puisque bien évidemment, dès que nous avons une offre d'emploi en apprentissage, nous la diffusons sur notre site internet, donc dans l'onglet offre d'emploi. Cet onglet offre d'emploi d'ailleurs peut également vous servir à faire des démarches de candidature spontanée auprès de toutes les structures et les employeurs qui nous communiquent leur offre d'emploi. Donc, vous n'allez pas répondre à l'offre d'emploi, mais vous pouvez récupérer les bons contacts des structures afin de faire des démarches de candidature spontanée. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Si vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Sinon, on sera tout à fait disposé à répondre et à vous accueillir à l'USTS.